Au tribunal, l'avocat de mon ex a dit. Elle est fauchée. Elle ne peut même pas se payer un logement, ni de la nourriture décente ou des vêtements pour les enfants. Pourquoi devrait-elle les avoir? Le juge a hoché la tête. Je suis restée silencieuse, retenant mes larmes. Puis mon fils de 7 ans s'est levé et a dit. Maman, je peux montrer au juge la lettre que j'ai trouvée dans le coffre de papa? La salle est devenue silencieuse. Le juge a lu la lettre, puis a levé les yeux, choqué. Même mon ex est devenu pâle. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Je me tenais là, au tribunal, essayant de ne pas pleurer tandis que l'avocate de mon ex-mari me démolissait devant le juge. Elle est sans le sou, elle ne peut même pas se payer un logement ou de la nourriture et des vêtements décents pour les enfants, a-t-elle dit avec un sourire narquois. Pourquoi devrait-elle en obtenir la garde? J'ai serré la mâchoire et je suis restée silencieuse. Je sentais mes mains trembler. Je ne voulais pas leur donner la satisfaction de me voir m'effondrer. Le juge hochait lentement la tête, comme s'il était d'accord. À cet instant, j'ai eu l'impression que l'air m'était arraché des poumons. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était mes enfants, Lucas et Aria. Que arriverait-il s'ils m'étaient enlevés et confiés à un homme qui ne se souciait que du contrôle et des apparences? Je n'avais pas les moyens de payer un avocat comme le sien. En réalité, je n'avais les moyens de rien. Je tenais à peine le coup. Mais j'étais là. J'étais présente. Et je faisais tout ce que je pouvais pour mes enfants. Puis, juste au moment où je sentais glisser dans cette panique silencieuse où votre corps est immobile mais vos pensées hurlent, mon fils de 7 ans s'est levé. « Maman, a-t-il dit, assez fort pour que toute la salle d'audience l'entende, est-ce que je peux montrer au juge la lettre que j'ai trouvée dans le coffre-fort de papa ?» La salle s'est figée. Tout le monde s'est retourné. Derek s'est raidi. Son avocate a cligné des yeux comme si elle venait de recevoir une gifle. Même le juge s'est interrompu au milieu d'une phrase. Je ne savais pas de quelle lettre Lucas parlait. Mon cœur battait la chamade. Il n'avait jamais rien dit à propos d'une lettre. Mais j'ai hoché la tête. Et tandis qu'il s'avançait vers l'estrade, ce bout de papier plié dans sa petite main, tout a changé. Je n'ai pas toujours été le genre de femme assise au tribunal, craignant de parler. J'étais autrefois confiante. J'avais un travail que j'aimais, des amis avec qui je riais, des rêves qui semblaient réels. Mais quand j'ai épousé Derek, les choses ont changé, lentement, puis d'un seul coup. Il n'a pas toujours été cruel. Au début, il était charmant, généreux et convaincant. Il m'a dit que je n'avais pas besoin de travailler. Il a dit que je devrais rester à la maison, élever les enfants et le laisser gérer l'argent. Tu en as assez fait, m'a-t-il dit une fois. Tu mérites de te reposer. Je n'avais pas réalisé ce à quoi je renonçais en acceptant mon indépendance, ma voix, mon filet de sécurité. Je suis devenu invisible dans ma propre vie. Après la naissance de notre fille Aria, Derek a commencé à changer. Il était toujours fatigué, toujours critique. Chaque dollar que je dépensais était remis en question. Si j'achetais des couches sans vérifier d'abord le prix en promotion, je subissais son silence pendant des heures. Si je mentionnais l'idée de reprendre le travail à temps partiel, il me rappelait que je n'avais pas de CV récent ou disait « Nous n'avons pas besoin de ton aide. Nous avons besoin que tu sois une bonne mère. » Au moment où il est parti, je n'avais rien. Pas d'économie, pas d'avocat, personne pour me soutenir à part mes enfants. Il a coupé l'accès à notre compte joint et a emménagé avec quelqu'un d'autre. Il a immédiatement engagé un avocat. Je ne pouvais même pas m'en payer un. Je suis allé à la clinique d'aide juridique gratuite du palais de justice du comté et j'ai fait la queue pendant 2 heures, tenant un dossier rempli de reçus et de photos de mes enfants mangeant des macaronis en boîte sur des serviettes en papier parce que nous n'avions pas de vaisselle propre. Notre appartement était petit. J'avais 2 emplois de nettoyage au noir juste pour payer le loyer à temps. Nous n'avions ni câble ni internet. J'utilisais un téléphone prépayé et j'espérais qu'il ne serait pas à court de crédit si l'école avait besoin de m'appeler. Je lavais les vêtements des enfants à la main dans la baignoire. Parfois, le chauffe-eau fonctionnait à peine, alors je faisais bouillir de l'eau sur la cuisinière et je la mélangeais dans des seaux. Lucas ne se plaignait jamais. Aria fredonnait de petites chansons pendant que je frottais ses chaussettes. Je n'ai dit à personne à quel point la situation était grave, pas même à ma mère. J'avais trop honte. Elle m'avait mise en garde contre Derek des années auparavant, disant qu'il regardait les gens comme s'ils étaient des transactions. Mais j'étais trop amoureuse à l'époque pour écouter. Quand la date d'audience est arrivée, j'étais terrifiée. Derek avait demandé la garde exclusive, affirmant que j'étais inapte. Il disait que j'étais instable, pauvre, incapable d'offrir une bonne vie.
Son avocate était brutale. Ils ont apporté des tableurs et des photos de sa magnifique maison. Ils portaient des costumes chers et souriaient comme si tout était déjà décidé. Je suis entré dans la salle d'audience avec une robe empruntée, un blazer de seconde main et un dossier en plastique contenant les bulletins scolaires, les fiches de présence et une lettre de notre propriétaire confirmant que je n'avais jamais manqué un paiement. Je savais que ce n'était pas suffisant, mais je devais essayer. Pour Lucas. Pour Aria. Ce matin-là, Lucas m'a tenu la main alors que nous montions les marches du palais de justice. « Est-ce que ça va aller ?» a-t-il demandé. J'ai souri, mais mon sourire semblait peu convaincant. « Oui, mon chéri. Ça va aller. » Mais je n'en étais pas sûr. Je n'étais sûr de rien. Tout ce que je savais, c'est que j'aimais mes enfants. Je savais ce que c'était que de se priver tout en les faisant passer en premier. Je savais ce que ça faisait de pleurer doucement dans la salle de bain après leur coucher pour qu'ils ne me voient pas. Je savais à quel point je travaillais dur pour que leur petit monde semble sûr alors que tout s'effondrait autour de nous. À l'intérieur de la salle d'audience, je me suis assise droite et immobile. J'ai regardé Derek éviter mon regard. J'ai écouté son avocate énumérer tout ce que je n'avais pas, argent, logement stable, moyens de transport fiable. Elle a dit, son fils porte des chaussures d'occasion trouées. L'enseignante de sa fille dit qu'elle saute parfois le petit déjeuner. Ce n'est pas de la négligence, c'est de la pauvreté. Et la pauvreté n'est pas un crime, mais c'est un risque. J'avais envie de crier. J'avais envie de demander, où étiez-vous quand je sautais le dîner pour m'assurer qu'il restait assez de céréales? Où étiez-vous quand je vendais mon alliance pour acheter des manteaux pour l'hiver? Mais je suis restée silencieuse. J'avais appris qu'au tribunal, la colère ne ressemble pas à de la force, elle ressemble à de l'instabilité. Le juge hochait lentement la tête, comme si chaque accusation avait un sens parfait. Mon cœur se serra. Et juste au moment où j'ai senti que je ne pourrais peut-être pas tenir jusqu'à la fin de l'audience, j'ai senti cette petite traction sur ma manche. Lucas. Mon doux et courageux garçon. Il m'a regardé avec de grands yeux et a murmuré, « Maman, est-ce que je peux dire quelque chose au juge ?» La salle d'audience sembla plus froide dès que l'avocate de Derek, Carla Dean, commença à parler. Elle s'avança avec l'assurance de quelqu'un qui avait fait cela 100 fois et s'attendait à gagner à nouveau. Elle se tenait droite, sa voix forte et saccadée, tandis qu'elle exposait sa version de ma vie, une version dépouillée de vérité, destinée à m'humilier. Elle n'a pas d'emploi stable. Elle reçoit une aide financière irrégulière. Son appartement est un logement temporaire. Les enfants méritent mieux qu'une mère qui peine à les nourrir. Je n'ai pas regardé Derek. Je n'en avais pas besoin. Je pouvais déjà imaginer son visage, impassible, détendu, regardant cela se dérouler comme s'il n'y était pour rien. Comme si ma ruine financière n'avait pas été soigneusement orchestrée par lui. C'était lui qui avait vidé notre compte joint quelques jours avant de partir. C'était lui qui refusait d'aider pour les factures, sauf si cela le mettait en valeur devant ses parents. Mais rien de tout cela n'importait dans cette salle. La seule chose que le juge avait devant lui, c'était les tableurs et les photos du côté de Derek. Des images de sa maison impeccable, du réfrigérateur plein à craquer, des brochures d'école privée. Carla feuilletait ses documents avec un rythme tranquille, sortant mes relevés bancaires. Elle les brandit comme s'il s'agissait de linge sale en public. Votre honneur, comme vous pouvez le voir, mon client offre un environnement sûr et constant. Les enfants ont leur propre chambre, des repas réguliers, une nounou. Pendant ce temps, Madame Marot n'a aucun revenu déclaré, aucun employeur vérifié. Elle est en retard sur ses factures et a reçu un avertissement pour loyer impayé en février. Ce n'est pas une situation sûre ou stable pour deux jeunes enfants. Je sentis mon visage s'empourprer. Elle n'a pas mentionné le fait que j'avais accepté tous les emplois possibles, nettoyant souvent des maisons et étant payé en espèces parce qu'un travail déclaré n'était pas envisageable avec 2 enfants et aucune garde d'enfants. Elle n'a pas mentionné que l'avis de retard de loyer avait été réglé en quelques jours ou que j'avais vendu tout ce que j'avais de valeur pour garder de la nourriture dans le réfrigérateur. Le juge ne parla pas tout de suite. Il se pencha en arrière, regardant les papiers comme s'il confirmait ce qu'il croyait déjà. Que j'essayais, mais qu'essayer n'était pas suffisant. Je voulais me défendre, tout expliquer. Mais je savais aussi quelle image cela renverrait. On m'avait prévenu de ne pas interrompre, de ne pas paraître sur la défensive, de ne pas trop pleurer ni paraître trop froide. Alors je suis restée assise là, silencieuse, embarrassée, brûlant de honte et de frustration. Mes doigts s'enfonçaient dans le bord de mon siège. Je gardais les yeux fixés sur mes enfants, assis tranquillement à côté de moi. Aria dessinait sur un bout de papier brouillon avec un crayon de cire usé.
Lucas observait Derek, les yeux plissés. Puis Carla a prononcé la phrase qui me blessa plus profondément que toutes les insultes qu'elle avait lancées jusqu'à présent. Pourquoi devrait-elle obtenir les enfants si elle ne peut même pas se permettre de s'en occuper? Cela résonna dans mon esprit. Pourquoi devrais-je les obtenir? J'ai retenu les larmes qui pressaient derrière mes yeux. Je savais que ma réalité n'était pas impressionnante sur le papier. Je n'avais pas de vêtements neufs pour eux. Je ne pouvais pas me permettre des déjeuners chics ou des cours de ballet. Mais j'étais là, tous les soirs. C'était moi qui leur brossais les cheveux, vérifiais s'il y avait des monstres sous leur lit et restais debout tard pour recoudre des patchs à la main sur leur veste parce que je ne pouvais pas m'en payer de nouvelles. Rien de tout cela n'importait pour le tribunal. Seuls les chiffres comptaient. Des chiffres que je n'avais pas. Le juge me regarda, ses yeux empreints de doute. Il ouvrit la bouche comme s'il allait parler quand je la sentis à nouveau, cette petite traction sur mon bras. « Lucas !» Il murmura, « Maman, est-ce que je peux montrer au juge la lettre que j'ai trouvée dans le coffre-fort de papa ?» Au début, je n'ai pas compris. « Quelle lettre ?» Je le fixai, confuse, jusqu'à ce qu'il sorte un papier plié de la poche de son manteau et le tende. Mon estomac se noua. Je ne savais pas ce que c'était, mais quelque chose dans la posture de Derek changea. Il se redressa. Les yeux de Carla se rivèrent sur le papier. « Lucas, qu'est-ce que c'est ?» demandai-je doucement. Il ne me répondit pas. Il regarda le juge. « Je peux vous donner ça ?» demanda-t-il. Le juge parut surpris mais hocha la tête. « Apportez-le ici. » Lucas s'avança, petit et assuré, passa devant la rangée de costumes impeccables et d'yeux écarquillés, et tendit la lettre au juge à deux mains. La salle tomba dans un silence étrange et lourd. Je pouvais voir Derek commencer à transpirer. Carla se tourna vers lui, lui chuchotant quelque chose rapidement, son assurance vacillant pour la première fois. Le juge déplia le papier. J'ai regardé ses yeux parcourir les mots. Son expression changea lentement, confusion, puis prise de conscience, puis quelque chose de plus vif. Il leva les yeux, directement vers Derek. « Monsieur Marot, dit-il, aimeriez-vous expliquer cela ?» Au moment où le juge prononça ces mots, la température dans la salle d'audience sembla changer. Les yeux de Derek s'écarquillèrent. Il ouvrit la bouche mais ne dit rien. Carla se pencha rapidement vers lui, chuchotant à nouveau, mais cette fois, sa voix portait une pointe d'urgence. Quoi qu'il soit écrit sur ce bout de papier, cela avait ébranlé quelque chose. Je me penchai en avant, le cœur battant à tout rompre, essayant de lire le visage du juge. Il tenait la lettre à deux mains et la regarda à nouveau, le front plissé. Puis il lut à voix haute, à Derek Marot. De L. Becker CPA. Objet, blindage financier stratégique, préparation divorce. Il fit une pause, jetant un coup d'œil à la salle d'audience, puis de nouveau à Derek. Ceci est une lettre de stratégie financière datée de 3 mois avant le dépôt de votre demande de divorce. Elle détaille les instructions pour ouvrir des comptes offshore, transférer des actifs vers des sociétés écrans, LLC, et minimiser le revenu déclaré afin d'influencer les procédures de garde et de pension alimentaire. Elle inclut la phrase, je cite, « Garder la garde principale si possible, mais au minimum s'assurer qu'elle ait peu de motifs d'appel légal en paraissant financièrement stable et moralement irréprochable. » Il arrêta de lire. Le silence dans la salle d'audience n'était pas seulement calme, il était suffocant. Tous les yeux étaient maintenant rivés sur Derek. Même Carla semblait abasourdie. Elle tourna lentement la tête vers lui, murmurant quelque chose qui ressemblait à « Est-ce que c'est vrai ?» Je n'ai pas bougé. Je ne pouvais pas. J'étais figé entre l'incrédulité et une sorte de rage silencieuse qui n'avait pas d'exutoire. J'avais soupçonné des choses. Je savais que Derek était stratège, froid quand il s'agissait d'argent et impitoyable quand il s'agissait d'obtenir ce qu'il voulait. Mais le voir par écrit, entendre un juge le lire à voix haute devant mes enfants, c'était quelque chose que je n'avais jamais imaginé. Le juge abaissa la lettre et la posa soigneusement sur l'estrade devant lui. Puis il regarda de nouveau Derek et dit, « Vous avez intentionnellement trompé cette cour. Vous avez tenté de manipuler l'issue de cette procédure par la tromperie financière. Cette lettre est une tentative directe d'utiliser la richesse et la malhonnêteté calculée pour priver vos enfants de l'accès à leur mère. » Derek se leva brusquement. « Cette lettre est vieille. Elle n'a pas été utilisée. Ce n'est même pas... » « Asseyez-vous, monsieur Marot, » ordonna sèchement le juge. L'autorité dans sa voix surprit tout le monde. Aria leva les yeux de son dessin et chercha ma main. Je passai mon bras autour d'elle sans quitter le juge des yeux. Il tourna son attention vers moi. « Madame Marot, étiez-vous au courant de cette lettre avant aujourd'hui ?»
Non, votre honneur, dis-je. C'est la première fois que je la vois ou que j'en entends parler. Et votre fils l'a trouvée? J'ai hoché la tête, la gorge serrée. Oui. Il ne l'a jamais mentionné jusqu'à maintenant. Lucas leva les yeux vers moi, puis vers le juge. Je pensais que ça pourrait t'aider. Je l'ai trouvé quand je cherchais ma tablette chez papa. Je ne voulais causer d'ennui à personne, mais je ne voulais pas qu'on perde. Le juge le fixa pendant un long moment, puis quelque chose s'adoucit dans son expression. Vous avez fait ce qu'il fallait, jeune homme, dit-il. Il se tourna de nouveau vers Carladine. Je vais examiner ce document en détail et suspendre cette audience pour une enquête formelle sur la conduite financière de M. Marot. En attendant, la garde principale restera à Madame Marot, avec une suspension temporaire du droit de visite du défendeur jusqu'à ce que cette affaire soit résolue. Les mots pénétrèrent lentement mon esprit. Je les entendais, mais mon corps ne réagit pas tout de suite. C'était comme si mon cerveau avait besoin d'un moment pour s'assurer que je ne les avais pas imaginés. Quand ils se sont finalement enregistrés, j'ai senti mes genoux se mettre à trembler. Je me rassis lourdement, serrant mes 2 enfants dans mes bras. Carladine se tenait silencieuse, les lèvres pincées, les bras étroitement croisés. Elle ne discuta pas. Elle ne le pouvait pas. Le mal était fait. Derek ne dit plus un mot. Après que le juge eut quitté l'estrade, l'huissier leva la séance. Je suis restée assise, les bras enroulés autour de mes enfants comme s'ils étaient la seule chose qui manquerait au sol. Lucas se pencha contre moi et murmura « Est-ce que j'ai fait une bêtise ?»« Non, mon chéri, dis-je. Tu nous as sauvés. » Il hocha la tête une fois et ne dit rien d'autre. Il n'en avait pas besoin. J'ai enfin compris la force qu'il faut à un enfant pour porter quelque chose comme ça. Et j'ai réalisé autre chose. Le combat n'était pas terminé, mais pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression que la vérité avait une réelle chance. Je suis sorti du tribunal ce jour-là en tenant la main de mes enfants, sentant à peine le sol sous mes pieds. Mes jambes bougeaient, mais mon esprit était ailleurs. Je repassais les mots du juge dans ma tête, essayant d'y croire. Il avait arrêté l'audience. Il avait suspendu le droit de visite de Derek. Il m'avait cru, ou du moins, il avait enfin vu la vérité par lui-même. Dehors, l'air était froid. Lucas lâcha ma main pour remonter la fermeture éclair du manteau d'Aria. Je l'ai regardé, ressentant une vague de gratitude pour laquelle je n'avais pas encore de mots. Comment remercier un enfant pour quelque chose comme ça? Pour s'être levé et avoir fait ce qu'aucun adulte dans cette salle d'audience n'avait eu le courage de faire? Quelques jours plus tard, le tribunal a ordonné une enquête formelle sur l'activité financière de Derek. J'ai rencontré une enquêtrice nommée par le tribunal, une femme nommée Madame Tran, qui a écouté attentivement, pris des notes et ne m'a jamais regardé comme si j'étais inférieur. Elle a examiné la lettre, posé des questions sur nos finances pendant le mariage et demandé la permission de consulter tous les dossiers fiscaux pertinents et les déclarations de patrimoine des 2 parties. J'ai accepté sans hésitation. Je n'avais rien à cacher. Derek, en revanche, si. En une semaine, son château de cartes commença à s'effondrer. L'enquêtrice découvrit plusieurs comptes enregistrés au nom de sociétés écrans au Nevada et au Delaware. Elle trouva des virements bancaires vers l'étranger, des transactions en espèces jamais déclarées et des incohérences fiscales qui montraient clairement qu'il dissimulait des revenus depuis des années. Chaque fois que je recevais une mise à jour, je sentais quelque chose se reconstruire lentement en moi. La confiance en ma propre mémoire, l'assurance en mes instincts, et la conviction que peut-être, oui peut-être, la justice pouvait exister. Pendant si longtemps, on m'avait fait sentir que j'imaginais des choses. Derek avait convaincu tout le monde, y compris une partie de moi-même, que j'étais faible, paranoïaque et incapable. Mais maintenant, les faits prouvaient le contraire. L'audience finale est arrivée plus vite que je ne l'attendais. Quand je suis de nouveau entré dans la salle d'audience, cette fois avec une représentation légale fournie par un groupe de soutien juridique aux victimes, je me tenais plus droite. Je ne portais pas de vêtements empruntés. J'avais trouvé un travail à temps partiel dans le nettoyage de bureaux et j'avais économisé suffisamment pour une modeste robe noire et des talons solides. De petites choses, mais elles me semblaient une armure. Derek avait l'air différent aussi. Son assurance avait disparu. Son nouvel avocat parlait par phrases courtes et sèches. Pas de regard suffisant, pas de sourire forcé. L'atmosphère de la salle d'audience avait changé. Le juge entra et commença la séance par une déclaration. Cette cour a examiné l'enquête financière concernant M. Marot et trouve des preuves substantielles de dissimulation volontaire d'informations, de recel d'actifs et de manipulation de revenus pour obtenir un avantage dans cette procédure.
Ce comportement contredit directement l'intérêt supérieur des enfants concernés. Il fit une pause et baissa les yeux vers moi. Madame Marot, à la lumière de ces conclusions et de votre engagement démontré envers le bien-être de vos enfants dans des circonstances difficiles, cette Cour vous accorde la garde physique et légale exclusive de Lucas et Aria. Monsieur Marot est condamné à payer une pension alimentaire rétroactive et sera soumis à un droit de visite supervisé en attendant un examen plus approfondi. Je n'ai pas pleuré tout de suite. Je pense qu'une partie de moi s'attendait encore à ce que ce moment me soit retiré, que quelqu'un dise qu'il y avait une erreur ou un changement. Mais personne ne parla. Le juge signa l'ordonnance. Le marteau est tombé. C'était réel. Aria poussa un petit cri de joie et serra ma taille. Lucas me serra la main. Il ne souriait pas, mais ses yeux brillaient, constants et sûrs. Ce soir-là, nous avons mangé des pancakes pour le dîner et dansé sur la musique de la radio. Rien d'extraordinaire, juste nous dans notre petite cuisine, riant jusqu'à ce que le son remplisse chaque recoin de l'appartement. Je me suis assise par terre après, les tenant tous les deux sur mes genoux. Aria chantait. Lucas dessinait quelque chose sur un bloc-notes. Quand j'ai baissé les yeux, j'ai vu ce qu'il avait écrit, une image d'une maison avec 3 bonshommes allumettes au-dessus. Il avait écrit « La maison, c'est là où est maman ». Cette lettre qu'il avait trouvée était plus qu'une simple preuve, c'était une bouée de sauvetage, une porte de sortie hors de la peur et vers quelque chose qui ressemblait enfin à la paix. Il aurait pu la cacher, la jeter, l'ignorer. Mais il ne l'a pas fait. Parce que même à 7 ans, mon fils savait distinguer le bien du mal. Et dans une salle d'audience pleine d'adultes, c'est lui qui a été assez courageux pour dire la vérité. Cela fait 6 mois depuis ce jour au tribunal, mais j'y pense encore souvent. Pas seulement au moment où le juge a statué en ma faveur ou à l'expression sur le visage de Derek, mais à la force tranquille qu'il a fallu pour en arriver là. Le genre de force qui ne vient pas du pouvoir ou de l'argent, mais de l'amour. Celle qui persiste quand tout le reste a disparu. Après la décision, la vie n'est pas devenue parfaite. Je travaillais toujours de longues heures. Je calculais toujours chaque achat d'épicerie au centime près. Je récupérais toujours des vêtements d'occasion, découpais des coupons de réduction et disais non à des choses que d'autres familles considéraient comme acquises. Mais la peur avait disparu. La pression constante, le sentiment que quelqu'un attendait pour tout me reprendre, c'était fini. Derek a fait quelques tentatives pour reprendre le contrôle. Il a déposé une requête pour réduire sa pension alimentaire, puis a essayé de contester les conditions de visite supervisée. Mais les preuves étaient solides et le tribunal a maintenu sa décision. Il s'est présenté à ses visites prévues 3 fois, puis a cessé d'essayer. Je ne l'ai pas expliqué aux enfants de manière trop détaillée. Je leur ai seulement dit ce qu'ils avaient besoin de savoir. Leur père n'était pas prêt à être constant et il méritait des gens qui étaient présents et qui restaient. Ils ont cessé de poser des questions après un certain temps. Lucas parle encore parfois de la lettre. Un soir, nous étions assis sur le canapé et il a demandé « Est-ce que j'ai eu des ennuis pour l'avoir prise ?» J'ai secoué la tête et les regardé dans les yeux. « Non, mon chéri. Tu as été courageux. Tu as dit la vérité au moment le plus important. » Il a hoché la tête comme s'il comprenait et a appuyé sa tête sur mon épaule. Ce moment m'a rappelé avec quelle facilité les enfants portent des fardeaux que nous ne voyons même pas. Il avait porté ce bout de papier pendant des semaines. Il avait attendu le bon moment pour parler. Il avait choisi la justice alors que personne ne le lui avait demandé. J'ai commencé à suivre une thérapie. Au début, c'était étrange de parler de tout à voix haute, de m'entendre admettre à quel point ça avait été difficile. Mais la guérison a besoin d'air. Plus je parlais, plus je réalisais à quel point j'avais intériorisé la honte, la culpabilité, le mensonge selon lequel être pauvre signifiait que j'échouais en tant que mère, que je devais prouver ma valeur en ayant l'air d'aller bien au lieu d'être simplement honnête sur la difficulté de la situation. Ma thérapeute m'a aidé à voir quelque chose que je n'avais pas vu avant. Je n'étais pas faible d'avoir lutté, j'étais forte d'avoir survécu. Forte d'avoir gardé un toit au-dessus de nos têtes, de m'être présentée au tribunal sans avocat, de faire passer mes enfants en premier chaque jour. Un week-end, j'ai trouvé un emploi de bureau à temps partiel qui offrait des avantages sociaux. Ce n'était pas glamour, mais c'était stable. Je l'ai pris. J'ai acheté un ordinateur portable pour pouvoir suivre des cours du soir en ligne et travailler à l'obtention d'un certificat en comptabilité. C'était quelque chose pour lequel j'avais toujours été doué, mais que je n'avais jamais cru pouvoir transformer en une vraie carrière. Les enfants ont commencé à aller mieux aussi. Aria s'est fait une nouvelle meilleure amie à la maternelle et son enseignante a dit qu'elle était devenue plus bavarde et confiante.
Lucas a rejoint le club d'art plastique de l'école et un de ses dessins a été affiché dans le couloir. Il a choisi l'image d'un arbre aux racines épaisses et profondes. En dessous, il a écrit un mot, en croissance. C'est ce que nous faisons maintenant. Nous grandissons. Ça ne semble pas toujours rapide ou facile, mais c'est constant. Chaque semaine, nous nous éloignons un peu plus de la peur et nous nous rapprochons un peu plus de la paix. Parfois, les gens me demandent comment j'étais resté si calme au tribunal, comment je ne m'étais pas effondré. La vérité, c'est que j'ai failli. Mais quand on est mère et que ses enfants sont en jeu, on trouve un moyen de continuer à respirer, de rester debout. Pas parce que c'est facile, mais parce qu'abandonner n'a jamais été une option. Cette histoire a commencé dans une salle d'audience, où l'on m'accusait d'être trop pauvre pour être une bonne mère. Elle s'est terminée avec la vérité dite par la plus petite voix dans la salle. Un enfant qui savait à quoi ressemblait l'amour et n'avait pas peur de le prouver. Nous n'avons pas gagné parce que nous avions le pouvoir, l'argent ou des apparences parfaites. Nous avons gagné parce que nous avions l'honnêteté, parce que nous sommes restés bienveillants et parce que même lorsque les chances étaient contre nous, nous avons refusé de céder. S'il y a une chose que j'ai apprise, c'est celle-ci. La justice n'arrive pas toujours facilement, mais elle peut quand même arriver. Et parfois, quand elle arrive, elle prend la forme d'une lettre pliée dans la main d'un petit garçon, tenue avec un courage tranquille, offerte avec amour. C'est ce jour-là que tout a changé. Pas seulement au tribunal, pas seulement légalement, mais dans mon cœur. C'est ce jour-là que j'ai cessé de survivre et j'ai recommencé à vivre. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé la force tranquille qu'il faut pour continuer quand tout est contre vous, alors prenez un moment pour aimer cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il n'est pas seul. Laissez un commentaire. Que vous soyez parent, survivant, ou simplement quelqu'un qui croit en la vérité et la justice, votre voix compte ici. Je lis chacun d'entre eux. Et si vous voulez plus d'histoires vraies sur la résilience, l'amour et ce que signifie se battre pour ce qui compte le plus, abonnez-vous à la chaîne. Nous construisons une communauté ici, une communauté qui voit les gens, pas seulement leurs difficultés. Merci d'en faire partie.